Fabrizio Casirai, vous êtes de Milan. Qu'est-ce que cette ville signifie pour vous? Comment vous inspire-t-elle? Les Milanais sont très sobres, sont très équilibrés. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de retrouver beaucoup dans mes projets, même dans la façon d'aborder les projets. Être très sobre, dans une recherche continue d'équilibre et jamais d'éléments il n'y a jamais un élément qui dépasse les autres. C'est toujours beaucoup d'éléments. J'aime bien mélanger les époques, les styles, les matériaux, tout ça, mais dans la recherche d'un équilibre très sobre. Vous êtes architecte urbaniste de formation et vous êtes dirigé seulement ensuite vers l'architecture d'intérieur et la décoration. Qu'est-ce qui explique ce choix? Bon, je pense un urbaniste doit toujours penser à comment rendre meilleurs les lieux de vie quotidiens des gens. Les rues, les places, les villes en général. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais je pense que ça peut être transmis aussi dans une petite échelle dans l'architecture d'intérieur. En fait, je suis simplement passé du créer des belles places et des beaux quartiers, à créer des beaux restaurants, des beaux maisons, des appartements et des lieux de vie quotidiens, en fait. Votre travail regorge de textures, de tissus, de couleurs, de zones d'ombre, de lumière. Ces éléments qui font l'atmosphère, est-ce qu'ils sont aussi importants que les volumes et les structures eux-mêmes? Les volumes, c'est hyper important, c'est la première chose à penser. Mais c'est vrai qu'avec la bonne décoration, on peut arriver à faire des vrais miracles aussi pour des espaces qui n'ont pas des volumes particulièrement incroyables. Ça arrive. Quel est le processus de création? C'est vrai que projet après projet, il y a toujours une procédé de création qui est assez établi, mais ça change aussi par rapport au projet. D'habitude, en fait, on part du plan, ça c'est sûr, toujours on analyse du plan des espaces. Mais après, il y a même en même temps, je pense, une recherche d'images et des mood boards qui nous permet un peu, à moi et à toute mon équipe, d'imaginer déjà qu'est-ce qu'on veut créer dans l'espace. Souvent, il y a aussi des images d'inspiration, donc des mood boards, qui peut être très important aussi pour l'étude du plan. Donc, c'est ces deux phases, l'étude du mood board, des images, d'atmosphère, et l'étude du plan, souvent, ils vont en parallèle. Dans vos travaux, on change parfois d'époque. On a l'impression de se retrouver dans une autre époque. Comment l'histoire et le passé vous inspirent? Il faut toujours partir des images du passé pour le faire évoluer quand même dans la contemporanéité. Mais dans tout ce que j'ai fait, je veux quand même, avec des petits détails, des choix de matière, des lignes, de dessins, faire comprendre qu'on est aujourd'hui. Dans vos références, il y a beaucoup de femmes. Madeleine Castin, Gabriella Crespi, Eileen Gray. Qu'est-ce que ces femmes vous ont apporté comme inspiration, comme apprentissage? Bah, ça sont trois femmes, mais il y a aussi des hommes qui m'ont beaucoup inspiré. Effectivement, être femme, être architecte dans ces années-là, donc il y a plus que 50 ans, c'est quand même une forme d'avant-garde assez forte. Je pense que, surtout dans les travaux, par exemple, de Gabriella Crespi, par exemple, mais aussi Charlotte Perriand, par exemple, il y a je pense que les femmes, peut-être, ils se font hybrider beaucoup par rapport à ce qu'il y a tout autour d'eux. Gabriella Crespi, elle a voyagé en Inde et après ce voyage, elle a complètement changé sa façon de dessiner un objet ou de dessiner un intérieur. Charlotte Perriand, après son séjour en Japon, il a complètement changé sa façon de concevoir une banquette ou une table. Je pense que ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose de féminin ou de masculin, mais c'est quelque chose que ces femmes-là, Hélène Gray aussi, évidemment, ils ont très présent dans leur parcours artistique. C'est quelque chose qui m'intéresse et il me fascine beaucoup. Comment définissez-vous le mauvais goût? Je déteste, vraiment, j'aime pas du tout ce que c'est ostentatoire. Donc, si c'est fait pour ostenter un statut symbole, ou plutôt une appartenance à un certain groupe, à une catégorie, ou une richesse, parfois, ou une certaine façon de montrer aux gens qu'on est assez cultivé et qu'on connaît l'histoire de design, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Tout ça, moi, j'aime pas du tout. J'aime bien utiliser des références qui sont cultivées, des références qui sont populaires, mais de le faire dans une façon sobre et naturelle.
Vous présentez vos projets sous forme d'aquarelles, utilisées par les grands décorateurs d'une époque tels que Henri Samuel et Renzo Mongiardino. Pourquoi est-ce que vous aimez cette méthode? Je trouve que l'aquarelle, c'est quelque chose de parfait pour rendre une atmosphère chaleureuse dans les dessins. Et en plus, l'aquarelle, par rapport au dessin traditionnel, ça permet aux clients d'imaginer un peu plus. C'est un peu moins figé, l'aquarelle, par rapport à un dessin traditionnel. Évidemment, après, on développe aussi toute la partie dessin technique. Évidemment, ça, c'est très important. Mais pour tout ce que j'aime et tout ce que j'essaye de transmettre dans mes projets, je pense que l'aquarelle, ça fait beaucoup plus rêver. Est-ce que vous pensez que justement le rôle des lieux de vente est en train de changer, puisque les gens achètent beaucoup sur Internet et on va plus autant dans le magasin pour acheter un produit? Mais en fait, c'est exactement ça. Je pense que jusqu'il y a 10 ans, les boutiques étaient les seuls lieux de vente. Donc, étaient des lieux qui étaient vraiment pensés que pour la vente. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de marques, ils considèrent la boutique comme un lieu d'exposition de soi-même, voilà, où ils communiquent leur image au monde. Certaines boutiques de ces grands groupes de mode pour lesquels je travaille sont des boutiques où les ventes ne sont pas effectivement le bout de l'objectif de la constitution de ces boutiques, mais c'est plutôt donner une image au public où les gens peuvent rentrer, voir qu'est-ce que c'est cette marque, rentrer en contact avec un peu les codes de la marque, sortir même sans avoir acheté quelque chose, mais avec une idée plus précise de qu'est-ce que c'est la marque, qu'est-ce que cette marque veut transmettre au niveau de esthétique ou de produits. Vous réalisez des projets à Hong Kong, à New York, à Mykonos, à Verbier, mais pas en Italie pour l'instant. Est-ce qu'il y a un projet que vous rêvez de réaliser dans votre pays natal? Un de mes rêves, c'était toujours de construire ou de rénover, de me dédier à une maison avec un jardin, avec des oliviers, à Portofino, par exemple. C'est un lieu qui est très cher pour moi, qui est très lié à mon enfance et à ma famille. Les décors que vous créez, est-ce qu'ils sont un moyen d'échapper à la réalité, de voyager en quelque sorte? Que ce soit à Paris, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Italie, que ce soit en Suède, mais ce sont des lieux où les gens se sentent bien. Et ils se sentent pas bien parce qu'ils pensent d'être ailleurs, mais ils se sentent bien parce qu'ils sont là, dans ce décor, dans cette architecture, dans cet espace. Eileen Gray a dit « Pour créer, il faut d'abord tout remettre en question ». Est-ce que vous appliquez cette doctrine? C'est pas toujours une bonne idée. Il faut toujours considérer qu'est-ce qu'il y avait avant et le faire évoluer, évidemment, parce que la vie, c'est un processus d'évolution sans fin, dans les projets comme dans la vie quotidienne, comme dans les grands idéaux. Mais il faut toujours considérer ce qu'il y avait avant. Toujours.